Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du 7-8 dans quelques instants avec notre invité Jean-Yves Petit, directeur du comité des Yvelines de la prévention routière. Nous allons parler notamment des nouveaux radars embarqués qui seront mis en place dès le 15 mars. Et puis vous aurez aussi l'occasion dans cette émission de découvrir un personnage étonnant. Il s'agit de Philippe Charlier, il est maître de conférences en médecine légale et il s'est occupé d'étudier le cœur du roi Richard, cœur de lion, le plus vieux cœur embaumé de France. Ça, ce sera dans une quinzaine de minutes. Et puis dans 30 minutes, comme tous les lundis, la page de sport avec vous, Anthony. Bonsoir. Bonsoir Catherine. Au menu de ce 7-8 sport, je recevrai Étienne Ridet, l'entraîneur des seniors de Guyancourt. Ils sont à l'heure actuelle en tête de leur poule de promotion d'honneur, mais ne gagnent plus en 2013. Également sur ce plateau, une athlète de Di Benedetto, spécialiste du 800 mètres, cette saison elle court pour récolter de l'argent au profit d'une association pour un sourire d'enfant, une association qui vient en aide aux enfants du Cambodge. Et puis comme d'habitude, Catherine, en fin d'émission, tous les résultats du week-end. Voilà, merci Anthony, on vous retrouve donc dans une demi-heure, mais d'abord les titres, les sujets qui seront développés au cours de la prochaine heure dans cette émission. Déjà une semaine que la ligne SNCF entre la Verrière et la Défense est interrompue. La reprise du service pourrait avoir lieu le 14 mars et 50 000 voyageurs empruntent quotidiennement cette ligne. Les locaux de la petite enfance à Elancourt ont déménagé, un projet entamé il y a 3 ans. Le but, centraliser les demandes. 3000 familles sont reçues par ce service. Et puis invaincu, Anthony vous le disait, depuis le début de saison, les féminines du club de football d'Elancourt dominent outrageusement leur championnat de promotion de ligue. Ce week-end, elles ont encore une fois de plus gagné leur match en battant Colombes 3-0. Et puis à découvrir du côté de Magny-les-Hameaux pendant la semaine de la femme de l'aérobox, un mélange de fitness et d'arts martiaux. Mais donc d'abord la galère qui continue pour les usagers privés de la ligne La Verrière, la Défense. Le trafic est interrompu depuis une semaine et ne devrait pas reprendre avant le 14 mars. Alors pourquoi une si longue attente? Explication. Le 14 mars, la ligne SNCF entre La Verrière et la Défense devrait reprendre du service. La ligne est totalement interrompue depuis une semaine en cause l'incendie d'un poste de signalisation à Sèvres. L'incendie a détruit l'ensemble du système de commande de signalisation sur la ville d'Avray. C'est le système qui permet aux lignes U et L d'accéder sur Saint-Cloud. Le système de signalisation et de commande, il détecte l'arrivée des trains. Il permet aussi de réguler la circulation des trains. Une ligne U interrompue, ce sont 50 000 voyageurs quotidiens qui doivent trouver des itinéraires de délestage. Dès lundi, une centaine d'agents en gilet rouge étaient mobilisés dans les gares pour renseigner. Des annonces sonores diffusées très régulièrement et la SNCF a aussi mis l'accent sur les nouvelles technologies. On a communiqué au niveau du blog de la ligne N et U et sur Twitter également, donc des nouvelles technologies qui commencent à se déployer de plus en plus pour communiquer sur l'incendie qui a eu lieu dans le poste de signalisation de Sèvres et qui du coup a impacté la circulation des trains et a interrompu complètement la circulation des trains. Retour donc à la normale prévu dans une dizaine de jours. Le système de signalisation vieux de 20 ans sera changé. Les agents de la SNCF s'activent à tout remettre en route rapidement, car quand une ligne est au ralenti, l'entreprise doit verser des pénalités au STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, et elles pourraient s'élever jusqu'à 3 millions d'euros. Quant aux voyageurs, pas de dédommagement particulier. Ils ont reçu des coupons de dépannage leur permettant de rejoindre gratuitement Paris pour les correspondances. Et on va parler avec mon premier invité des nouveaux outils mis au service de la sécurité routière. Jean-Yves Petit, bonsoir. Vous êtes directeur du comité des Yvelines de la prévention routière et bien sûr on va d'abord parler des fameux radars embarqués dont on parle depuis quelques jours qui vont faire leur entrée le 15 mars prochain, alors uniquement dans 18 départements. Oui. Les Yvelines pour l'instant ne sont pas concernées, mais pour les automobilistes qui nous écoutent, l'Essonne et Paris, l'Oise sont des départements assez proches des Yvelines qui sont concernés. Alors au total, 300 véhicules devraient être déployés d'ici 3 ans. Alors parlez-nous de ces radars embarqués. On ne les verra pas, c'est des radars invisibles. Oui. C'est redoutable. Oui, effectivement, ce sont des radars donc, qui seront embarqués dans les voitures des forces de l'ordre, police et gendarmerie, voitures banalisées bien sûr, et les fonctionnaires et les militaires seront en uniforme à l'intérieur. Et ces radars flasheront, il ne faut pas dire ça parce qu'il n'y aura pas de flash, mais photographieront les voitures qui dépassent le véhicule des fonctionnaires à grande vitesse. D'accord. C'est-à-dire que 10% de plus que la moyenne normale. Les radars fixes que l'on connaît actuellement ont une discrimination, enfin une marge d'erreur de 5% ou 5 km/h selon la vitesse.
pour ces radars embarqués, dits mobiles, la marge d'erreur est portée à 10 km/h ou 10%. Vous savez d'où ils viennent, ces radars? D'où ils nous viennent? Est-ce qu'ils viennent d'un pays particulier? Où sont-ils fabriqués? Pas fabriqués, Non. mais est-ce qu'ils ont été déjà expérimentés dans d'autres pays? Vous ne savez pas? J'avoue que je ne sais pas. Ah bon, non, je ne sais pas. Alors forcément, vous y êtes favorable parce que, on ne le sait peut-être pas, on pense souvent à l'alcool comme un facteur d'accident, mais la vitesse tue encore beaucoup et beaucoup trop. La vitesse est la deuxième cause d'accidents mortels sur nos routes. Ça représente environ 25% des accidents mortels. En 2012, c'était pas loin de 1000 tués, dû à la vitesse. Donc pratiquement 30%, quoi. 26%. Oui, 26%. Voilà. L'alcool, en contrepartie, tue à hauteur de 31%. Oui, l'alcool un peu plus, mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'alcool. Non, on ne parlera pas d'alcool, on parle de vitesse. Des radars. Et c'est intéressant, effectivement, de rappeler quand même que la vitesse tue encore beaucoup. La vitesse tue beaucoup trop. Malgré tous les radars qui sont quand même installés en France. Il faut on quand même noter... estimer que ça calme un petit peu. Oui, ça calme. Enfin, pour reprendre vos termes, en 2002... Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait 8000 tués par an sur nos routes, et c'est l'époque à laquelle le président Chirac a fait de l'insécurité sur les routes, la lutte contre l'insécurité routière, une grande cause nationale. Donc 2002, on avait 8000 tués sur les routes. 2012, on en est pour la 3e année consécutive à moins de 4000. Donc on a divisé par 2 le nombre de tués sur les routes, et dans le même temps, dans ces 10 années, l'État a installé plus de 3000 radars sur les routes. Les gens en tirent la conclusion qu'ils veulent. Moi, la mienne est faite. On a largement gagné sur la vitesse. Alors, vous n'êtes pas le seul à être convaincu. Chantal Perrichon, qui est la présidente de la Ligue contre la violence routière, elle aussi est largement convaincue, puisqu'elle dit qu'il fallait une nouvelle technologie pour que partout, à tout moment, les automobilistes respectent les limitations de vitesse. L'association Victimes et Citoyens, même chose. Ce nouvel outil est la meilleure parade possible contre les systèmes d'avertisseurs de radar. C'est la meilleure parade possible. Oui, bien sûr, oui, puisqu'on ne peut pas les détecter, puisqu'ils sont mobiles. Et ils seront installés, ils patrouilleront là où le préfet l'ordonnera en fonction des risques représentés par la chaussée, par la voie de circulation. Alors j'ai dit effectivement, il y a 18 départements qui sont concernés, pas les Yvelines dans un premier temps, mais ça veut dire qu'en 2013, l'ensemble de la France, de tous les départements français seront concernés. 2016. 2016 avec 300 radars, comme vous l'avez dit tout à l'heure. L'État souhaite en installer 100 par an, pour arriver à 300 au 1er janvier 2016. Et est-ce que ces voitures banalisées vont circuler plutôt sur des départementales, comme on le dit, ou plutôt sur des autoroutes? Est-ce que les zones les plus dangereuses sont plutôt sur les départementales? Oui, alors il est vrai que les zones les plus dangereuses, c'est là où il y a le plus de tués, c'est sur les départementales. Mais il appartiendra à chaque préfet de décider où ces voitures patrouilleront. Et les quatre types de voiries sont concernés, c'est-à-dire les autoroutes, les nationales, les départementales et les communales. Il y a quand même malgré tout une voix un peu dissonante qui se fait entendre, c'est celle de Pierre Chazeret, qui est directeur de 40 millions d'automobilistes, et qui dit ça, en fait, ça va ouvrir la voie à toutes les contestations. Parce que ce n'est pas un radar ultra précis comme peuvent être les radars fixes, et qu'en gros, comme on ne flashera pas, on ne saura pas qui conduit la voiture. Donc celui qui sera pénalisé, forcément c'est le propriétaire de la voiture, ce n'est pas forcément lui le conducteur. Alors, tout n'est certainement pas parfait, il va certainement y avoir des contestations, mais le fait que la marge d'erreur soit passée à 10% au lieu de 5% va déjà quand même éliminer pas mal de contestations. Et je veux dire, si on a la conscience tranquille, il n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire, si on ne double pas la voiture qui roule à 130 km/h, la voiture de gendarmerie, on n'a pas de souci. Maintenant, il est vrai que... C'est une voiture banalisée. Hein, une voiture banalisée, oui. Il n'y aura pas marqué gendarmerie dessus. Non, j'ai dit tout à l'heure, oui. Par contre, les agents de la force publique, eux, seront eux, ils seront en uniforme à l'intérieur. Oui. Mais il y aura des contestations, c'est sûr. Mais le but est de faire réduire la vitesse aux conducteurs pour réduire le nombre de tués sur les routes. Et comme vous l'avez dit, ça a été prouvé maintenant depuis plus de 10 ans que c'est efficace. Alors ça va augmenter le nombre de cas devant les tribunaux. Peut-être, j'avoue que je ne sais pas, mais c'est bien possible, oui, c'est bien possible. Alors sur Internet, aujourd'hui, j'ai vu, certaines personnes annonçaient le type de véhicule qui pourrait patrouiller. Est-ce que quand on voit de ce genre d'articles sur des blogs, ça vous met en colère ?
Vous dites c'est un peu irresponsable de dire, on ne va pas citer le type de voiture, mais marque de voiture, type de voiture, tout y était. Oui, c'est vrai. Il y a toujours les Robin des Bois ou ceux qui sont contre tout ce qui est contre les décisions prises par les forces de l'ordre ou les règles dictées par les forces de l'ordre. Mais bon, ça je ne sais pas si c'est typiquement français, mais en tout cas c'est bien de chez nous, ça c'est sûr. C'est bien de chez nous. Alors en tout cas, que pensez-vous des radars embarqués? C'est en tout cas la question que nous sommes allés poser aux 5 continents dans la rue ce lundi. On les écoute. Le gouvernement va se faire un peu plus d'argent, tout simplement. C'est important pour la sécurité routière, je trouve. Oui. Une catastrophe. Aujourd'hui, avec la multiplication des radars, de la répression, etc., les gens n'utilisent plus leur voiture comme quelque chose d'utilitaire, pas comme quelque chose de source d'évasion, de rêve, etc. Alors c'est vrai qu'il y avait des excès, mais d'un autre côté, là on est dans l'excès inverse. Oh oui, moi je trouve que c'est vraiment con. Je suis vraiment contre, parce que c'est vraiment du racket. C'est bien parce que ça évite qu'il y ait une sélection par l'argent, dans la mesure où les autres, avec un coyote ou quelque chose qu'on peut se payer, on peut très bien savoir où ils sont. Donc là, au moins, c'est pareil pour tout le monde. Donc je trouve que c'est bien de ce point de vue-là. C'est pour prendre de l'argent, il ne faut pas vous faire d'illusions. Si ça peut amener la sécurité, c'est bien. Si c'est pour ramasser des sous, moi, j'en pense pas trop de bien. Je ne sais pas à quoi ça va bien servir, tout ça. Parce qu'il y a déjà suffisamment de contrôle sur les routes pour éviter, disons, surtout les excès de vitesse. Bon, Jean-Yves Petit, alors là, il y a quand même de la communication à faire. Parce qu'en gros, le message qui est véhiculé, c'est du racket. Par la moitié la moitié, c'est pas mal quand même, 50%. Oui, c'est vrai. C'est une petite Mais il y a de la communication à faire, c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir invité une nouvelle fois. Parce qu'on a entendu une personne dire c'est bien pour la sécurité routière, mais c'est tout. Plus d'une. Deux, allez, je vous accorde 2 personnes qui l'ont dit. Alors, le racket, moi je m'insurge contre ça. Il y a deux. Enfin, déjà, le racket, c'est faux. De toute façon, là, en 2011, ces radars ont rapporté environ 530 millions d'euros qui ont été par premier tiers pour les radars eux-mêmes, l'entretien des radars, l'installation de nouveaux radars, le traitement des amendes. Deuxième tiers aux collectivités locales pour la voirie, les départements, les régions. Et troisième tiers directement à l'État pour des études sur les grands projets d'infrastructure de voirie aussi. C'est donc pas du racket. Il faut bien le faire, ça, entretenir la voirie. Si ça se fait pas avec les amendes des automobilistes, ça se fait de toute façon avec l'argent des contribuables. Il y a combien de radars en France ? Il y en a aujourd'hui, alors tout type confondu, feu rouge, mobile, fixe, etc. On n'est pas loin de 4000. Et dans les Yvelines ? Dans les Yvelines, il y en a 55. 55. Et qui décide l'installation de ces radars? Est-ce que c'est une commission qui regroupe les forces de l'ordre, le préfet, en fonction de zones plutôt évidemment dangereuses? C'est le préfet qui décide. Maintenant, il s'appuie sur des commissions, en particulier des commissions dans lesquelles les usagers sont représentés. Je fais partie d'une de ces commissions, mais c'est bien le préfet qui décide. Allez, on va arrêter de parler des radars. On va parler aussi d'une opération qui est lancée par la prévention routière parce que c'était ce week-end le premier week-end de départ pour la zone C, donc c'est la zone qui nous concerne directement. Et la prévention routière a lancé une série de 3 épisodes sur les bons réflexes sur l'autoroute. Alors j'ai envie de dire pourquoi l'autoroute? Parce qu'on a l'impression que quand on est sur l'autoroute, on est protégé. Quand on est automobiliste, ça va tout droit. Oui, il est vrai que les voies sont larges, c'est moins dangereux, disons. Absolument, nos autoroutes sont particulièrement sûres. C'est là où il y a le moins de tués et le moins de blessés sur toutes nos voies publiques. Et nous avons effectivement, c'est pas lancé, mais poursuivi cette série Les bons réflexes sur l'autoroute. Puisqu'il y a 12 conseils qui ont été donnés et que les téléspectateurs peuvent retrouver sur notre site internet. La prévention routière. Ou également par les sociétés d'autoroute, 107.7, la radio. Donc oui, nous avons relancé. Et pourquoi les autoroutes? Parce que c'est sur les autoroutes qu'on circule le plus dans ces périodes de vacances, en particulier vers les stations de sport d'hiver, pour les gens de la zone C qui sont partis ou qui partiront le week-end prochain. Alors pour cette nouvelle série d'épisodes, il y en a 12 en tout, il y en a 3, la nouvelle série. Il y a la ceinture de sécurité. Alors aujourd'hui, moi ça me paraît étonnant qu'on soit obligé encore de dire mettez votre ceinture de sécurité. Les gens sont toujours étonnés. Toutes les voitures ont une ceinture de sécurité à l'avant, à l'arrière. Oui. Alors
Sur autoroute, je ne pense pas qu'il y ait de problème de ceinture de sécurité sur autoroute. Tout le monde sait qu'il faut la mettre. Mais le non-port de la ceinture de sécurité reste un facteur très important d'accident. C'est la 3e cause d'accident mortel. Mais c'est surtout pour les enfants et surtout à l'arrière. Les enfants qui ne sont pas attachés pour les trajets très courts. Sur l'autoroute, pour les vacances, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas de problème dû à la ceinture de sécurité. On le répète, il est capital, important d'attacher sa ceinture. Il est aussi important d'adapter sa vitesse. Et notamment quand on croise un chantier, parce que c'est souvent quelque chose dont on ne parle pas, c'est la sécurité des agents sur la route. Exactement. S'il y a des limitations de vitesse provisoires, comme tout le monde le sait, à l'approche des chantiers, c'est pour de bonnes raisons. C'est qu'il y a des gens qui travaillent sur le bord de la route et qui ont envie de rentrer chez eux le soir. Il y a eu quand même quelques accidents l'année dernière, dont un accident mortel d'un employé d'autoroute qui s'est fait renverser et tuer. Et une dernière chose, et là je trouve que c'est très important, le bon usage des voies, c'est l'usage du clignotant qu'on oublie trop souvent. Moi-même je l'oublie aussi. Donc on l'oublie trop souvent, ce clignotant. Je vous remercie de me donner l'occasion d'en parler parce que c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Vous devriez, avec les micro-trottoirs, interroger les gens. Je vais me battre. Pourquoi les gens ne mettent pas leur clignotant? Ça coûte pas cher, ça fait pas consommer d'essence, c'est pas fatigant et c'est utile. Vous dites 2/3 des conducteurs oublient leur clignotant lors d'un dépassement, ce qui est énorme. C'est quand même incroyable. Et si vous permettez, sur l'autoroute, je voudrais juste rappeler que, conformément au code de la route, on tient sa droite. Donc on roule sur la voie la plus à droite possible et on double par la gauche, bien évidemment. Ce qui veut dire que moi, je rouspète contre les automobilistes qui roulent pas très rapidement et qui restent sur la voie du milieu. Ces gens-là doivent rouler à droite. Alors, on roule à droite et on met son clignotant, on attache sa ceinture et comme ça, on a un trajet plus tranquillisé. Sur l'autoroute, on a vu quelques images de la vidéo qui est visible sur le site de la prévention routière. Un dernier mot, Jean-Yves Petit, qui n'a rien à voir avec la sécurité routière, la prévention routière, mais malgré tout, pour informer tous les spectateurs, vous avez déménagé, mais rien ne change. Oui, exactement. Quitté Versailles pour vivre en fait, voilà, nous avons quitté nos bureaux à Versailles pour emménager dans d'autres bureaux à Viroflay, à 2 pas de la gare RERC de Chaville-Vélizy. Mais comme vous le dites, ni notre numéro de téléphone, ni notre site internet, ni notre adresse internet ne changent. Merci la régie. Merci beaucoup Jean-Yves Petit d'être venu sur le plateau de Téléfil. Et je rappelle donc qu'à partir du 15 mars, le déploiement des nouveaux radars embarqués dans 18 départements, dont tout autour de nous, l'Essonne et Paris. Allez, on va quitter le monde des adultes pour passer à celui de la petite enfance. À Elancourt, le choix a été fait de regrouper plusieurs services de la petite enfance. Valérie Auribeau nous en explique tout l'intérêt. Et puis après, on parlera de Cœur, de Richard Cœur de Lion. La petite enfance déménage. Le 19 février dernier, les employés du service posaient leurs cartons dans leurs nouveaux locaux face à la mairie. Un projet envisagé 3 ans plus tôt. Nous avons estimé qu'effectivement, pour pouvoir recevoir les administrés dans de meilleures conditions, que ce soit en termes de qualité d'accueil, mais aussi de confidentialité, il était nécessaire effectivement de redéployer, d'installer le service sur une autre structure. Des anciens locaux rue Nadar trop exigus, mais aussi une volonté de centraliser les différents services de la ville pour faciliter les démarches administratives. Le service de la petite enfance accueille chaque année près de 300 familles. Le service petite enfance accueille les parents qui souhaitent effectivement faire une préinscription dans le cadre d'une demande de place en crèche, et les préinscriptions se font à 6 mois de grossesse pour l'ensemble des administrés. Elles reçoivent ensuite les parents au moment des renouvellements. Les anciens locaux rue Nadar sont désormais exclusivement réservés à l'accueil des assistantes maternelles.